Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Moi, c'était un engagement que j'avais pris et que le président de la République avait pris en 2017. J'ai proposé l'introduction d'une dose de scrutin proportionnel aux élections législatives. Je suis favorable à ce qu'il y ait une dose significative de proportionnelle aux élections législatives. Pas intégrale. Qu'il y ait une forte dose de proportionnelle, au moins 25 ou 30%. Il faudrait, par exemple, faire une dose de proportionnelle. On ne peut pas accepter que pendant des années, des courants significatifs n'ait pratiquement aucun député. C'est important que tout le monde constate qu'il faut que nous travaillions ensemble et que les partis politiques s'entendent. Et vous l'entendez, la présidente de l'Assemblée nationale souhaite la mise en place d'une dose de proportionnelle aux élections législatives avant 2027, au moins 25 ou 30%, précise Yaël Braun-Pivet. Les présidents Sarkozy, Hollande et Macron l'avaient déjà proposé. Jusqu'ici, ce mode de scrutin n'a pas été, en tout cas, utilisé qu'une fois, mais en 1986. Parlons vrai. Alors, est-ce que vous souhaitez une proportionnelle à 25 ou 30% des élus, comme la présidente de l'Assemblée nationale, ou une proportionnelle intégrale, comme aux européennes? Ou est-ce que vous préférez rester au scrutin majoritaire? Enfin, qu'est-ce que finalement aujourd'hui on n'a pas une assemblée de proportionnelle avec le scrutin majoritaire, puisqu'il y a une majorité relative, on allait même dire toute relative. Et à cette question, souhaitez-vous une forte dose de proportionnelle aux prochaines législatives? Vous dites oui à 85%, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et il s'y connaît en matière de proportionnelle. Frédéric Rouvillois est avec nous, juriste, essayiste et romancier, co-auteur de la proportionnelle et comment rendre la parole au peuple est avec nous. On revient vers vous dans un instant et merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. D'abord, c'est un grand bonheur de voir Frédéric Rouvillois qui a écrit des grands livres seul ou en compagnie d'autres personnes. Mais plus sérieusement, alors... la majorité relative d'aujourd'hui est une proportionnelle dévoyée, qui n'a pas les avantages de la proportionnelle et qui a perdu les avantages du scrutin majoritaire. En ce qui me concerne, je suis à fond pour le scrutin proportionnel et j'entends bien qu'on peut lui opposer des arguments de rationalité politique en disant que ça peut faire des majorités ingouvernables, mais même s'il y a des inconvénients, je crois qu'il n'est que temps pour la France de faire coïncider le pays réel avec le pays légal, et comme nous savons pertinemment que jamais nous n'aurons un véritable référendum sur les problématiques qui nous passionnent, eh bien la proportionnelle représentera peut-être un moyen détourné de faire parler le pays. Donc ça me paraît essentiel. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, je suis pas d'accord. Je plus sois bien entendu sur le bonheur de voir Frédéric. Je suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Israël. La proportionnelle intégrale est une catastrophe qui favorise la médiocrité, parce que n'oubliez pas que l'inconvénient de la proportionnelle, c'est que c'est pas le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir au parti. Parce que la proportionnelle, ça veut dire scrutin de liste, c'est en fait le parti qui décide et les gens finalement votent pour des partis. Ils votent pas pour des individus. Donc le parti devient tout puissant. En fait, notre problème, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Gouvernabilité d'un côté, représentativité de l'autre. Donc si vous demandez aux gens, c'est comme le référendum, vous voulez de la proportionnelle, ils vous diront toujours oui. Ils veulent toujours qu'on les consulte. Il me semble, et j'arrête là après, il me semble que notre problème, c'est plutôt notre incapacité, notre absence de toute culture de coalition. C'est-à-dire du fait que des partis peuvent discuter, se mettre d'accord sur un contrat de gouvernement, ce qui, par exemple, résoudrait certainement le problème de Macron, sauf qu'il en changerait tous les matins, évidemment. Ouais, je pense que effectivement, quand on voit aujourd'hui la difficulté quand même du gouvernement à légiférer dans certains domaines, tout de même s'il y arrive, mais à coup de 49.3 etc. Comme on le sait, je pense que ça, effectivement, ça introduirait un risque d'instabilité gouvernementale assez connu quand même dans le pays. Je suis assez d'accord aussi sur la remarque d'Elisabeth sur le pouvoir qui serait finalement donné aux partis plus qu'aux gens. Mais au-delà de ça, je dirais que la grande direction pour le pays, pour pour la politique générale, même au quotidien, on pourrait dire, c'est quand même l'élection présidentielle fondamentalement. Donc je suis pas certain que ça change forcément grand-chose. Ce qui importait en revanche, je pense que c'était vraiment la réforme du quinquennat, puisque ça permettait de connecter en effet les élections législatives et les présidentielles en un même temps. Donc ça, c'est quelque chose de pour le coup qui était vraiment structurant pour les politiques françaises. Ça, je pense pas, parce que fondamentalement, c'est toujours la présidentielle dans ce pays qui rythme culturellement la vie politique. Frédéric Rouvillois, je rappelle que vous avez écrit le livre La proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple. Est-ce que aujourd'hui
il faudrait une proportionnelle, comme le dit Yael Braun-Pivet, avec 25-30% des élus, ou transposer, par exemple, le mode de scrutin des européennes pour les prochaines législatives. Alors, si vous voulez, la vraie question, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, la proportionnelle Mais il y a proportionnel et proportionnel. Est-ce que c'est totalement inefficace et que ça rend le pays ingouvernable, comme on le disait dans les années 50, comme lorsque Michel Debré expliquait que c'était plus dangereux pour l'État que la bombe atomique, ou finalement, est-ce que c'est le système le plus juste, comme le disait déjà Jaurès dans les années 1910, et comme font beaucoup de gens l'affirment aujourd'hui, et notamment votre serviteur. Voilà, je crois que c'est un petit peu la question. Et de ce point de vue-là, je pense que précisément, tout a changé sous la Ve République. Le problème, et ça répond aussi à la remarque tout à fait judicieuse d'Elisabeth Lévy sur la question d'Israël. En Israël, au fond, le pouvoir, il est à la Knesset. Et par conséquent, lorsque l'organe qui détient le pouvoir véritable est soumis totalement à la proportionnelle, avec en plus un seuil d'éligibilité extrêmement bas comme en Israël, c'est un peu moins bas que ça l'était tout au début, où c'était à 1%, là je crois que c'est actuellement à 3,5%. 3 quelque chose. Ça reste quand même très bas. C'est très bas, ouais. À ce moment-là, effectivement, ça rend le pays très difficile à gouverner parce qu'on ne peut pas dégager de majorité et que c'est de ces majorités que dépend le pouvoir réel. Et que ça donne le pouvoir à des petites formations, si vous voulez, problématiques. Mais en revanche, lorsque la vie politique, comme c'est le cas en France depuis 58 ou en tout cas 62, est structurée autour d'un personnage qui par définition n'est pas élu à la proportionnelle, parce qu'on ne pourrait pas élire des petits bouts de président par-ci par-là, au fond, avec en plus ce dont nous bénéficions en France depuis 58, c'est-à-dire ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, en tant que spécialiste de droit constitutionnel, je pense que les choses sont assez claires. En définitive, l'idée d'une proportionnelle qui rendrait la vie politique impossible en France sous la Ve République, c'est une mythologie qui ne tient pas la route. Philippe C'était pertinent sous la 4e ou sous la 3e République, où le Parlement dominait totalement la vie politique, ça ne l'est plus depuis 58 et depuis l'instauration, qu'on l'aime pas, d'une monarchie républicaine par le général de Gaulle. Frédéric Rouvillois, compte tenu du climat démocratique d'aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, l'instauration de la proportionnelle, dans des conditions évidemment considérables, favoriserait un émiettement et, je dirais, des fractures entre les partis et rendrait la République encore plus belliqueuse, ou est-ce qu'au contraire, ça nous habituerait, y compris dans les rapports avec le pouvoir central, à des stratégies de compromis et de conciliation? Écoutez, Philippe, ça répond aussi à la remarque d'Elisabeth tout à l'heure. Hein. En définitive, Elisabeth disait que le problème de la France, c'est qu'on n'a pas la culture de la conciliation, de la coalition, etc. Mais c'est normal. Justement, mais on n'a pas été obligé de le faire. En fait. Une proportionnelle. Et moi, je souhaite vraiment aller encore au-delà de Madame Braun-Pivet, vers une proportionnelle intégrale, qui me paraît être au fond la solution la plus simple et la plus satisfaisante. Mais excusez-moi, intégrale, mais avec un seuil à 5%, à 3%. Pardon ? Intégrale, mais avec un seuil à 3% et quelques comme en Israël, à 5% comme aux européennes. La réponse à Philippe Bilger, la vraie question, c'est la question du seuil. Oui. C'est-à-dire qu'un seuil trop bas entraîne forcément un émiettement, un éparpillement et une impossibilité de trouver des majorités stables à l'Assemblée nationale, et donc complique effectivement le processus législatif. Si en revanche on a un seuil plus élevé, à 5 ou 6% par exemple, on évite, à mon sens, totalement ce problème, et on a l'avantage de la proportionnelle, c'est-à-dire la représentation, et par ailleurs la mise en place d'une culture de la coalition et de la discussion, et sans avoir l'émiettement et finalement potentiellement
l'ingouvernabilité qui peut exister. Moi, justement, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le parlementarisme rationalisé. Effectivement, c'est très juste de le rappeler, bien sûr. Mais j'ai l'impression que effectivement, on verrait pas aujourd'hui, se produire un abandon du droit de dissolution ou même utiliser par exemple le 49.3, qui sont effectivement des mécanismes qui permettent de sortir d'une impasse s'agissant d'un vote et d'une absence justement de majorité sur un texte. Néanmoins, quand on voit aujourd'hui effectivement les pressions qui existent, y compris dans la société civile, pour que justement ce 49.3 ne soit pas autant utilisé qu'il l'est aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire que demain il pourrait y avoir un abandon, alors partiel et par des études qui serait une sorte de coutume temporaire, on pourrait dire, parce qu'un usage aurait été jugé excessif par les gouvernements et finalement par les différents gouvernements depuis l'élection de Macron. Donc j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on soit totalement à l'abri de ça, parce que moi je me rappelle que la coutume constitutionnelle, c'est justement une pratique au niveau constitutionnel qui change dans les institutions et qui permet ensuite effectivement de modifier la lettre de la Constitution 58 en l'occurrence. Alors, en réalité, votre question, qui est évidemment très pertinente, elle a trouvé une réponse déjà en 2008, lors de la précédente révision, celle du 23 juillet 2008, qui prévoit que le 49.3 ne peut être utilisé qu'une seule fois par session. Hors budget, hors texte budgétaire. Hormis les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Et certains textes très, très particuliers, mais à part ça, globalement, on peut pas trop l'utiliser. Et il y a une espèce de mythologie autour du 49.3 qui évidemment a été relancée à son corps défendant par la pauvre Madame Borne, mais en définitive, le 49.3, il est pas susceptible d'être protégé, quoi. Et d'autre part, l'une des questions qui se pose, c'est au fond, est-ce que faire moins de lois, ça poserait un problème ? Est-ce que de mieux réfléchir aux lois qu'on va faire, est-ce que de plus méditer, est-ce que de prendre un peu plus de temps pour les fabriquer, ces lois, que de temps en temps, que très fréquemment tous les juristes, et Philippe le sait très bien, on va être amené à modifier, à amender, à remplacer par d'autres lois. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre un peu son temps et de faire un peu comme en Suisse ou dans d'autres pays, ne pas être pris par cette espèce de frénésie législative, par cette inflation normative dans tous les sens, et dont on sait très bien que à tous égards, et notamment pour le justiciable, mais pas seulement, elle est catastrophique. Elisabeth Lévy veut réagir. Oui, d'abord, il me semble, Frédéric, que ce qu'on reproche, on fait des reproches tout à fait contradictoires à nos gouvernants, mais ce qu'on reproche aujourd'hui aux gouvernants, c'est leur impuissance. C'est pas leur hyperpuissance, c'est pas leur ceci, cela. Si vous voulez, on nous parle d'un monarque républicain, je trouve qu'il a fine allure, le monarque, si vous voulez. Il a quand même un peu de mal à tenir son bateau, franchement, on n'a pas l'impression, si vous voulez, que c'est tellement facile d'agir sur les événements en étant le chef de la 5e République, surtout quand vous avez une majorité faiblarde. Et j'ai une deuxième question après votre réponse. Non, mais le bateau, il a du mal à le diriger parce qu'il l'amène dans des zones de récifs extrêmement dangereux. Turbulence. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une impuissance un peu structurelle. Le commun des Français, à mon avis, le problème se poserait différemment. Il y a quand même une impuissance un peu structurelle des gouvernants qui est aujourd'hui un problème, plus à mon avis que leur hyperpuissance. Impuissance qu'ils ont acceptée d'ailleurs en filant. Et l'autre chose, vous m'avez quand même pas répondu sur la médiocrité, c'est-à-dire sur le fait que le problème du système représentatif, c'est qu'il faudrait qu'il sélectionne les meilleurs. Et de ce point de vue-là, la démocratie représentative marche pas tellement bien aujourd'hui. En plus, il y a cette idée, les gens disent on veut des gens comme nous. Non, moi je veux pas des gouvernants comme moi, je veux des gouvernants meilleurs que moi. Mais si ça, c'est ça possible. n'existe pas. Vous avez raison, mais si c'est possible. Et donc, justement, la proportionnelle, il me semble, aggrave ce défaut qui est on veut des gens qui nous ressemblent. Vous voulez dire aggrave le défaut, rend les gens encore plus médiocres ou rend les gens meilleurs? Non, c'est-à-dire que plutôt que de vouloir des gouvernants qui soient meilleurs que nous, on veut les mêmes que nous. On veut des gens qui aient nos problèmes du quotidien, si vous voulez, la proximité, le test de la proximité, c'est ça souvent. Moi, je veux pas des gens. De Gaulle, c'était pas le type dont tu disais, il me ressemble. Oui, mais il y en a un. Avec la proportionnelle. C'est vrai. Pardon, Philippe, il y a vous. Non, mais réellement, De Gaulle.
qui soit un peu moins médiocre et un peu plus compétent. Ne serait-ce que parce que quand il y a une liste de noms, finalement l'électeur de base il regarde les trois premiers noms et puis ensuite le reste il laisse filer. Ça veut dire que les partis politiques qui effectivement ont un rôle plus important dans ce cadre-là peuvent en tout cas sélectionner ensuite des gens un peu plus haut de gamme, un peu plus experts, plus compétents pour avoir finalement un groupe un peu fort et un peu cortiqué, si je veux dire, au niveau de l'Assemblée. Je crois que c'est Helmut Kohl, par exemple, en Allemagne, avec un système mixte de proportionnel et de majoritaire, qui avait été élu, je crois, pendant toute sa carrière sur la liste, autrement dit, sans affronter directement l'électeur. Bon, mais la question aussi, il me semble pas, mais c'était pas un médiocre caractérisé, disons. La question, il me semble aussi, c'est qui ça favoriserait, parce que pendant des années, on a considéré que la proportionnelle, moi je me souviens de profs qui disaient ça, considéraient que ça favoriserait certains partis, notamment l'extrémisme, notamment l'extrême droite, le Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Ce qui prouve que vos enseignants étaient d'une impartialité extraordinaire. On parlait de risque, on parlait pas d'opinion. Mais la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tests qui sont faits? S'il y avait proportionnel demain, quel parti ça favoriserait? Ça, c'est intéressant. C'est même la seule question finalement. Pas de point de vue démocratique en tout cas, parce que je veux dire, en démocratie, quel que soit le parti qui a le plus de voix, c'est lui qui gagne. Oui, certes, en soi, mais ça intéresse les lecteurs quand même de savoir qui sera favorisé. Pour l'empêcher d'être au pouvoir, il y a quand même un petit problème du point de vue de la logique démocratique. Oui. Donc, et puis par ailleurs, effectivement, le scrutin majoritaire a démontré que un parti comme le Rassemblement National, pouvait effectivement atteindre des niveaux extrêmement élevés. Mais Mitterrand, il me semble, quand il avait mis une dose de proportionnelle dans les années 80, ça avait fait entrer justement le Front National avec 35 députés. Avec beaucoup de députés, à l'Assemblée nationale, qui à l'époque n'étaient pas représentés. Donc ça a été quand même un boost, un soutien considérable pour ce parti. Non, mais c'est quand même pas anecdotique comme fait tout de même. Oui, mais c'était vicieux là. De la faire rentrer l'extrême droite à l'Assemblée nationale, c'était quand même pas anecdotique. Mais par ailleurs, on peut dire l'inverse. Tom, pendant très longtemps, on a trouvé que c'était quand même un peu étrange qu'un parti qui avait 25% de l'électorat et deux députés. Oui, bien sûr. C'est plutôt ça. Merci beaucoup, Frédéric Rouvier. Ils avaient raison. C'est passionnant de vous écouter. Frédéric. Juriste, essayiste et romancier, co-auteur de ce livre La proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple qu'on vous conseille de lire, bien entendu.